nous voulions à peu près 2 milliards, en fait 1,7 milliard, de fait, parce qu'il y avait 13% des États. Nous avons quelque chose comme 2 milliards 3, 2 milliards 4, quelque chose comme ça. Si effectivement les fonds sont mobilisés, effectivement décaissés. Et nous allons nous atteler à cela. Les États ne peuvent pas renoncer aux 13%, parce que c'est leur responsabilité première de faire ce travail. Et c'est pour ça que c'était envisagé, c'était prévu comme ça. Et parce qu'il se pourrait que ça traîne ici et là, dans les décaissements, et qu'il faut bien travailler avec ce qu'on a. Moi, je retiens aussi que l'enthousiasme que j'ai vu des partenaires est un signal que l'espace G5 Sahel intéresse. Les gens ont compris que la stabilité dans cette zone, c'est la stabilité pour le reste du monde. Maintenant, à nous, encore une fois, la balle est dans notre camp, à nous de faire en sorte que cette crédibilité ou cette confiance qu'on nous fait soit méritée, non seulement en ayant des projets réellement bien ficelés et vendables, comme on dirait dans le jargon technique, mais aussi que sur le plan de la redevabilité, nous soyons clairs. C'est pour ça qu'avec les partenaires, nous avons décidé d'avoir un cadre de suivi de la mobilisation de ces fonds, de la tenue des promesses, mais aussi de l'effectivité de la mise en œuvre des projets. Donc nous verrons là un peu, nous travaillerons avec un certain nombre de nos partenaires les plus calés, pour ainsi dire, ou les mieux outillés pour nous aider dans ce sens-là. Bon, personnellement, j'ai tendance à ne pas tellement voir les défis en termes de montagnes qu'on ne peut pas franchir. Il y a des défis. Il y a des défis sécuritaires dans certaines zones où nous devons intervenir sur ce projet. Ça veut dire qu'il faudra travailler avec la force conjointe et d'autres partenaires pour accélérer le nettoyage de ces zones-là et pour sécuriser les zones pour que les services techniques puissent travailler. Et, en tout cas, les acteurs qui doivent nous aider dans le domaine de la mise en œuvre. Il y a des défis relatifs à, qu'on le veuille ou non, des procédures lourdes parfois au niveau des partenaires, même s'il y a des partenaires non traditionnels qui semblent venir de façon plus rapide. Même si parmi même les plus traditionnels, nous en connaissons, qui en fait ont déjà les fonds, et que c'est une question de semaines et de mois avant que ça soit décaissé, simplement en travaillant davantage sur la présentation des fiches de projet et autres. Donc je préfère voir ces défis-là dont j'ai parlé, sécuritaires, et comment nous allons les prendre en compte et les surmonter, et les questions de procédure, et ne pas m'attarder sur autre chose, et ne pas céder au découragement avant même que nous commencions. Ben écoutez, d'abord, nous avons appris les leçons de la dernière table ronde, c'est pour ça que je vous parle de procédures longues, etc. La dernière table ronde, il y a eu des annonces simplement sans que nous sachions pendant longtemps à quoi correspondaient ces annonces. J'ai mis du temps, moi, à savoir qui avait fléché de l'argent contre quoi, exactement. Aujourd'hui, nous avons des projets précis et nous avons des annonces. Le mécanisme de suivi doit permettre dans un premier temps déjà de faire en sorte que nous sachions où va tel montant. Et nous allons faire en sorte, retenez bien, qu'il n'y ait pas de secteur défavorisé. Parce que nous avons 40 projets. Pour nous, ce sont 40 projets. Qu'on ne vienne pas nous dire, non, je ne mets pas de l'argent dans le collège de défense parce que c'est la sécurité. Bon, vous ne mettez pas de l'argent là-dedans, mais nous trouverons des partenaires qui le mettront et nous ajusterons en conséquence. Tout le monde voudra aller dans l'éducation, qui est mon domaine. J'en suis heureux, mais l'éducation a plusieurs dimensions. Il y a l'éducation de base de qualité. Il y a l'éducation, la formation aux droits de l'homme, c'est l'éducation, etc., etc. Donc nous verrons bien et nous devons trouver la formule avec nos partenaires pour nous entendre sur ce cadre de conformité. Nous avons convenu du cadre de conformité et nous avons un document déjà prêt sur lequel nous allons travailler ensemble et nous mettre d'accord. Et si, par malheur, dans certains cas, ça ne bouge pas, mais nous travaillerons à ceux qui sont prêts à travailler avec nous et à mettre des fonds à notre disposition. Ce programme a été instruit par nos chefs d'État le 2 juillet en marge du sommet de l'UA. La raison est très simple.
entre les conférences, les tables rondes et l'arrivée des fonds, il y a toujours un certain délai. Et nous savons que sur les zones frontalières fragiles, il y a des besoins énormes, dont des besoins aussi critiques que l'eau, que l'éducation des enfants. Nous ne pouvions pas attendre, ou tous les efforts de cohésion sociale, parce que nous savons aussi qu'il y a, malheureusement, et exploité par les groupes terroristes d'ailleurs, il y a des différends entre groupes communautaires sur lesquels il faudra travailler. Donc il faudra faire aussi un travail de médiation, etc. Donc c'est cet habillage autour de l'eau que nous avons créé avec nos amis de l'Alliance Sahel. Et tout de suite, l'Alliance Sahel et l'Union européenne nous ont dit, voici les fonds. Nous avons les fonds. Au départ, c'était 70, puis c'était 90, puis c'était 96 millions. Je n'ai pas le dernier chiffre. Je pense qu'on est à 226 maintenant. Pour pouvoir avancer dans ce domaine-là, et le plus rapidement possible. Parce que l'impatience des populations, la frustration des populations fait aussi le lit de l'extrémisme et du terrorisme. Et en plus, ce n'est que justice que les besoins sociaux de base soient satisfaits. D'abord parce que nous intervenons, notre zone d'intervention est assez précise, hein, sur les frontières et tout ce qui est intégrateur. Ça, c'est clair. Deuxièmement, nous avons une dynamique, nous avons maintenant, Dieu merci, avec la volonté des chefs d'État de faire en sorte que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge parce que la menace est réelle. La menace n'est pas seulement une menace de mécontentement, de manifestation dans les rues des villes. La menace est réelle dans la mesure où perdre ces populations dans les zones les plus fragiles insécurise davantage les pays. Donc moi, je compte sur cette volonté réelle. Je compte aussi sur l'accompagnement que je vois, parce que pour une fois, nous avons une communauté de vues avec beaucoup de partenaires sur la nécessité de travailler sur les zones les plus fragiles au niveau des populations les plus vulnérables. Je pense que ça, c'est une valeur ajoutée. Deuxièmement, nous sommes aussi dans le faire-faire au niveau du G5 Sahel. Nous ne sommes pas une organisation qui va aller mettre en œuvre des projets. Les projets sont mis en œuvre, monitorés, suivis par nous, pardon, mis en œuvre, oui c'est cela, par des services locaux, par des organisations gouvernementales, non gouvernementales, par des communautés à la base. C'est une différence, ça fait un différent. Mais si on parle de sécurité alimentaire aujourd'hui, que nous avons un partenaire aussi proche que le SILS, il est évident que nous allons aller vers le SILS pour travailler avec le SILS, accélérer les choses. Avec la différence que nos projets sont très précis, très limités sur des espaces clairs où on peut travailler plus vite, évidemment à condition que la dimension sécuritaire soit assurée. Mais c'est pour ça que nous avons un bras armé aussi, qui montera de plus en plus en puissance pour nous permettre de faire ce travail-là.